Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Flowdude. Cette semaine, on va voir ensemble comment est-ce que ça se passe pour créer son entreprise en Indonésie. C'est vrai que j'ai pas mal de questions à ce sujet. Comment est-ce que ça se passe? Quel capital il faut avoir? Est-ce que ce capital, il faut vraiment l'avoir dès le départ? Et comment est-ce que ça se passe au niveau des taxes? Et tout ça, c'est dans la vidéo tout de suite. La première question qu'il faut se poser, c'est quel type d'entreprise est-ce que tu veux créer? En effet, il y a certaines entreprises que tu vas pouvoir créer uniquement en fonds étrangers avec des directeurs étrangers, ce qu'on appelle une PT-PMA. Mais dans ces PT et PMA, il y a d'autres facteurs en fonction du domaine. Je m'explique. Si tu crées une entreprise, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, ou si tu crées une entreprise dans la restauration, c'est des entreprises qui peuvent être 100% en fonds étrangers avec des directeurs, commissionneurs étrangers, même si c'est apprécié par l'État indonésien d'avoir par exemple un commissaire qui soit indonésien pour se protéger. En gros, il faut comprendre une chose, c'est que eux, ils veulent que l'entreprise elle soit pérenne, mais surtout qu'il n'y ait pas de problème financier. Donc s'il n'y a que des personnes qui sont à l'étranger et qu'il y a un problème avec l'entreprise, pour l'Indonésie, ça va être beaucoup plus difficile de vous rattraper en France, en Suisse, en Belgique, au Canada ou à l'autre bout du monde. Alors que si c'est des personnes qui sont indonésiennes à l'intérieur, eh ben, eux, ça les rassure, ça les protège. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit souvent que oui, il faut quelqu'un d'indonésien. C'est pas que c'est nécessaire, c'est juste que ça va aider et ça va aider aussi au quotidien lorsque vous allez vouloir trouver des nouveaux clients, lorsque vous allez vouloir trouver des nouveaux clients. Le fait d'avoir quelqu'un qui est indonésien, eh ben, ça va souvent aider au développement de l'entreprise. Il y a des domaines dans lesquels il faut une participation d'un Indonésien. Par exemple, tout ce qui est pour l'huile, les exportations, il y a plusieurs domaines comme ça où il faut. Alors après, c'est des domaines qui changent en permanence, je ne vais pas tous les lister là, mais savoir qu'il y a vraiment trois catégories d'entreprises dans les PT-PMA. Il y a celles qui sont autorisées à 100% en fonds étrangers, il y a celles qui sont autorisées partiellement en fonds étrangers et il y a celles qui sont autorisées uniquement avec des fonds indonésiens et avec des entreprises, en tout cas directeurs, qui soient indonésiens. Par exemple, tout ce qui est de l'or, tout ce qui est des entreprises de l'alcool, toutes les choses comme ça, c'est vraiment protégé et 100% indonésien. Maintenant, quel montant est-ce qu'il faut pour pouvoir créer son entreprise? Le montant, c'est un peu plus de 10 milliards de roupies indonésiennes. 10 milliards de roupies indonésiennes, ça correspond à environ 650 000 euros. Maintenant, cette somme, il n'y a pas besoin de l'avoir dès le départ sur un compte bancaire. C'est une volonté d'investir ce montant. Ça veut dire que ça peut être dans des assets. Si c'est comme beaucoup de mes followers acheter une maison, eh ben, ça va être considéré comme un asset. Par contre, il faut savoir que si vous avez par exemple un restaurant, si tu prends une entreprise qui n'a rien à voir avec de l'immobilier et que tu apportes des assets en immobilier, ça ne fera pas partie de ces 10 milliards de roupies qui doivent faire partie de l'entreprise. Alors 10 milliards, c'est un très gros montant, 650 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que l'Indonésie le fait comme ça? C'est pour protéger les petits commerçants parce qu'ils n'ont pas envie que le petit kiosque du coin, le petit magasin du coin soit tenu par des étrangers. Donc ils ont un aspect comme ça très protectionniste. Il faut savoir que l'Indonésie, c'est un pays qui compte énormément d'habitants, 270 millions d'habitants si je me rappelle bien, ou 300 millions. Bref, énormément d'habitants, c'est le plus grand pays d'Asie du Sud. Donc ils doivent protéger aussi l'emploi et c'est un des moyens que le gouvernement a trouvé, c'est de limiter justement avec ces 10 milliards. Ça fait qu'il n'y a que des grandes ou potentiellement grandes entreprises avec des investissements intéressants qui vont créer de l'emploi local et qui vont aider justement à protéger le peuple. Et je trouve que c'est très bien. Des fois, l'Europe devrait aussi un tout petit peu se protéger comme ça parce qu'on a des fois l'effet inverse. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, ces 10 milliards de roupies, c'est 650 000 euros. Il n'y a pas besoin de les avoir dès le départ.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle comme c'est le cas par exemple en Suisse. En France, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en Suisse, quand on va créer par exemple une SARL ou une SA, eh ben, on doit avoir 20 000 francs pour une SARL ou 100 000 francs qui peuvent être libérés à hauteur de 50 000 francs pour une SA. Et cet argent-là, il doit être sur un compte de l'entreprise pendant minimum 20 jours. Ici, ce n'est pas le cas. Quand vous allez créer, ça se crée chez un notaire, créer une entreprise, vous allez définir le nombre de parts, qui possède quelle part. Minimum, c'est 2 personnes qui vont faire partie de l'entreprise. On ne peut pas ouvrir une entreprise seule. Par contre, ça peut être une personne et une entreprise étrangère. Et ça se fait aussi très régulièrement. Ça peut être une entreprise, par exemple en Suisse, ou une entreprise à Singapour, en France, qui possède une partie de l'entreprise et une personne physique qui va posséder l'autre partie de l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce qu'on appelle les shareholders, donc les actionnaires, il y a un commissaire et un directeur. Le rôle du directeur, c'est la direction de l'entreprise et le rôle du commissaire, ça va être de contrôler que le directeur fasse bien ce qui a été mis dans les statuts au niveau de l'entreprise, que l'argent est utilisé dans le but qui a été mis au niveau lors de la constitution de l'entreprise par le notaire, dans les statuts. Au niveau de l'entreprise, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment relativement simple à créer une entreprise ici. Ça dépend du domaine, mais quand c'est des domaines assez simples, par exemple pour une maison, on va trouver des personnes qui vont pouvoir créer l'entreprise pour environ, ça démarre à 1500, 2000 euros, et puis ça va aller jusqu'à 3 4 000 euros. En fonction du domaine, s'il y a des licences à obtenir, ça va pouvoir coûter beaucoup plus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros. Par exemple, dans tout ce qui est de l'alimentation, ça demande des licences qui ont vite un gros coût. Au niveau des taxes, l'Indonésie, elle est assez intéressante pour ça. Parce que, alors, il y a pas mal de taxes différentes, mais par exemple, par rapport à la France, où la TVA, elle est de 20%, ici, on est à 10% de TVA. Il faut savoir que l'entreprise, jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de roupies indonésiennes, ce qui correspond à environ 320 000 euros, il n'y a pas de TVA. Et ça, c'est la même chose qu'on a en Suisse. Avant d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 francs suisses, on n'est pas soumis à la TVA. Par contre, du moment qu'on le dépasse, on va avoir cette TVA. Par contre, comme en Suisse, comme en France aussi, on a la possibilité de se soustraire volontairement à la TVA, ce qui fait qu'on va déjà la facturer au client. Le gros avantage de faire ça, c'est que le jour où tu vas être soumis, vous allez être soumis avec l'entreprise, ça évitera de devoir revenir en arrière pour facturer les clients à ce niveau-là ou de devoir sortir les montants, et c'est quand même 10%, donc c'est énorme, ce qui fait que s'il n'y a pas de réserve, ça peut être un tout petit peu tendu. Donc si vous savez qu'une année vous allez atteindre ce chiffre d'affaires, c'est vraiment important d'avoir les réserves nécessaires parce que ces 10% seront dus dès l'année suivante. Avec bien sûr tout ce qui a été mis en plus sur l'année, ça sera retransmis. Par contre, ce petit détail-là, il va dans les deux sens. Ça veut dire que par exemple au niveau imposition, si les premières années sont en déficit, ça veut dire que vous allez investir dans des assets pour l'entreprise, qu'avec les fonds que vous allez mettre dans l'entreprise, avec le capital de l'entreprise, donc c'est 650 000 euros, vous allez investir pour des choses en Indonésie, ce qui fait que vous serez en négatif d'un point de vue fiscal. Cette somme négative, on va pouvoir la reporter sur les années suivantes. Et puis ça, il n'y a pas de limite. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Par contre, directement, je le dis dans cette vidéo, c'est très, très important de s'entourer de fiscalistes parce que la fiscalité ici, c'est vraiment, comme partout, c'est un métier et c'est extrêmement compliqué et on peut vite payer beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes si on ne fait pas les choses juste dès le départ. Donc c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Moi, je suis allé voir 2 entreprises différentes pour avoir 2 sons de cloche pour la fiscalité. Et c'est vrai que déjà rien qu'entre les deux, souvent, il n'y avait pas les mêmes chiffres, les mêmes solutions. Pour des choses toutes bêtes, par exemple, on voulait inclure tout ce qui était le sport. Donc, on a des abonnements, salles de sport, des choses comme ça. On voulait voir comment est-ce que c'était possible de les incruster en tant que salaire en nature. Et en fait, ici, c'est pas possible. On doit donner l'argent en cash, c'est considéré comme du salaire et derrière, c'est imposé. Maintenant, ici, les impôts sont payés pour les personnes directement par l'entreprise, ce qui fait que les salariés reçoivent un salaire qui est net. Donc, ça demande pas mal de choses, contrairement par exemple à la Suisse, encore une fois, où, mis à part les personnes qui sont étrangères et puis qui ont un permis B, qui vont être imposées à la source,
Ici, les autres personnes ne sont pas imposées à la source, alors qu'ici, c'est le cas, on est vraiment imposé à la source. Au niveau des taxes d'entreprise, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe de base, qu'on appelle la Corporate Income Tax, elle est de 25%. Elle peut même monter jusqu'à 40% en fonction des domaines, donc c'est assez élevé. Mais ça, c'est vraiment pour les entreprises qui ont déjà des gros chiffres d'affaires. Parce que pour les entreprises en dessous de 50 milliards de chiffre d'affaires, ce qui correspond à attendez voir, 10 milliards, c'était 650 000, donc ça fait environ 3 millions et demi, 4 millions de chiffre d'affaires, voire plus, soit 4 millions et demi même de chiffre d'affaires. Et ben, toutes les personnes, toutes les entreprises qui sont en dessous de 4 millions et demi, elles seront à 12,5% de taxes sur les bénéfices et même à 1% de taxes pour les entreprises en dessous de 4,8 milliards de roupies indonésiennes, donc encore une fois les 320 000 euros dont je parlais avant. Donc là, 1%, eh ben, c'est vrai que c'est vraiment très avantageux. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui font en sorte de rester en dessous de ce seuil et puis qui vont créer plusieurs entreprises pour toujours rester en dessous de ce seuil ici de 4,8 milliards. Ensuite, au niveau de la TVA, ben pareil, on était à 4,8 milliards. Tant qu'on est en dessous, on ne paye pas de TVA non plus. Maintenant, en fonction du domaine, eh ben, les impôts peuvent être différents. Là, on a parlé en fait de la taxation définitive. Par contre, il y a certains domaines où la taxation, elle se fait d'office. Ça veut dire qu'on ne peut rien du tout déduire du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça va être vraiment sur le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice qu'on va être taxé. Et ça, c'est par exemple le cas pour les développeurs immobiliers. Tous ceux qui font du développement immobilier, on ne va plus pouvoir déduire quoi que ce soit en termes de charges. Si le projet vendu, il est de 3 millions de francs suisses, par exemple, eh ben, on va payer un impôt sur le projet complet de 3 millions de 2%. Donc, en fonction de ce que vous faites, ça peut être intéressant de regarder. Est-ce que c'est plus intéressant de mettre l'entreprise en tant que développeur immobilier, et ça doit se faire dès le départ au moment de la création de l'entreprise, ou est-ce que c'est mieux de le faire en tant qu'entreprise, par exemple agent immobilier, courtier en immobilier, ou voilà, il peut y avoir différentes choses. À savoir qu'au niveau construction, c'est par exemple la construction, c'est un des domaines où on ne peut pas avoir accès, nous, en tant qu'étrangers, à la construction. C'est vraiment protégé pour les Indonésiens. Par contre, on peut avoir une entreprise de management de projet qui va plus ou moins venir au même et qui va faire qu'on va engager du personnel, non pas pour de la construction, mais qu'on va être manager du projet et c'est directement le client final qui engage les personnes. Enfin, après, ça, c'est une question de chiffres, de contrats, c'est assez compliqué. Au niveau des dividendes, c'est aussi une question qu'on m'a posée assez régulièrement. Les dividendes, elles sont taxées à hauteur de 15% pour les personnes qui habitent en Indonésie. Ça peut être 10% pour tout ce qui est terrain et ce qui va être des locations. Donc tout ce qui est location, par exemple en Airbnb, location courte durée, ces choses comme ça, et bien là ça va être 10%. Attention à ne pas passer dans la catégorie hôtel parce que ça va être encore autre chose. Je ne vais pas pouvoir m'étaler dans une vidéo que j'ai envie de faire en moins de 15 minutes, mais en gros, il faut vraiment, dès le départ, aller voir quelqu'un spécialiste des taxes pour pour faire le meilleur montage possible de votre entreprise. Pour tout ce qui est service, c'est 2% justement d'impôt. Ça fait partie du développement immobilier, ça fait partie des services, donc on est à 2% sur paiement final. Et comme je le disais avant, donc tout ce qui est non résident, les paiements pour les non résidents, c'est 20% de taxes. En dernier, on a la TVA, j'en ai déjà parlé, donc ici elle est à 10%, c'est légèrement en train, ça va augmenter peut-être à 10,5% et en fonction des domaines, par exemple tout ce qui touche au domaine du luxe, ça peut monter jusqu'à 270% de taxes. Donc là, c'est vraiment pour des objets d'exception, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir quand même, suivant le domaine dans lequel vous allez travailler. Il y a des taxes qui peuvent être vraiment, pour tout ce qui est importation, ça va être extrêmement cher, particulièrement pour les importations. Dernier petit point bonus, pour les impôts individuels, donc pour les personnes qui habitent en Indonésie, parce qu'il y a encore un impôt, même s'il est directement retiré et payé par l'employeur la plupart du temps. Il y a quelques cas où ce n'est pas le cas, mais la plupart du temps c'est comme ça. Jusqu'à 50 millions de roupies indonésiennes, donc environ 3 200 € par année, c'est 5%. Non,
pardon, à partir de 3 200 euros de salaire par année, c'est 5%. En dessous, eh ben, c'est zéro. Il n'y a pas d'impôt. Donc il y a énormément de personnes en Indonésie qui ne payent pas d'impôt. En dessus de ces 3 200 euros jusqu'à 16 000 euros, c'est 15%. Entre 16 000 euros et 32 000 euros, c'est 25%. Et en dessus de 32 000 euros de salaire par année, c'est 30%. Donc, on voit ici qu'entre salaire et dividende, le choix il est assez vite fait. Maintenant, il faut savoir qu'il faut quand même un salaire minimum. On estime, pour être correct, que c'est bien d'avoir, nous en tant qu'expat, un salaire minimum de 5 millions de roupies par mois, ce qui équivaut à 320 euros. Donc, c'est déjà pas énorme, mais il faut pouvoir justifier comment est-ce qu'on vit. C'est pas possible de se tirer l'ensemble du salaire en dividende. Dernière chose, il y a une assurance santé qui est obligatoire et qui est payée aussi en général directement par l'employeur qui coûte environ 13 euros par mois. Et ça, c'est vraiment payé directement par l'employeur. Ça équivaut à, en Suisse, l'ALAMAL. Ce n'est pas le même prix. Et en France, c'est ce qu'on appelle, je crois, la sécurité sociale. Si je fais une erreur, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On est à moins de 16 minutes de vidéo. Je suis content. Des fois, je parle un petit peu trop, mais j'espère que mes explications étaient claires sur comment est-ce que ça se passe au niveau de la fiscalité en Indonésie, comment est-ce qu'on monte une entreprise. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi via le site de synexisconsulting.com. Le lien est dans la description et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!